Citoyens, je souhaite aborder la question de l'article 35 du projet de loi de réforme des collectivités territoriales, censé clarifier les compétences et qui prévoit la suppression de la clause de compétence générale pour les régions et les départements. En effet, si le texte de loi devait être adopté en l'état, les conséquences seraient extrêmement négatives pour nos territoires, les collectivités départementales et régionales n'ayant plus la possibilité de financer un certain nombre de compétences facultatives, comme la culture, le tourisme, la vie associative ou le sport. Si je prends la parole dans cette discussion, cet après-midi, c'est en tant que rapporteur pour avis de la Commission des affaires culturelles, pour le budget sport, jeunesse et vie associative, mais aussi, comme beaucoup d'entre nous cet après-midi, en tant qu'élu local et conseiller général de la Loire. Je rappelle que l'article 35 du projet de loi, qui a été voté par le Sénat le 4 février dernier, stipule que la région et le département exercent, en principe exclusivement, les compétences qui leur sont attribuées par la loi. Cet article précise aussi que dès lors que la loi a attribué une compétence à l'une de ces collectivités, cette compétence ne peut être exercée par une autre collectivité. Un certain flou entoure la rédaction de cet article, vous en conviendrez, qui renvoie cet article d'ailleurs à une future loi sur la répartition des compétences des régions et des départements, une loi qui devra intervenir dans les 12 mois. Le président de la République a été, pour sa part, très clair à l'occasion de son discours sur l'avenir des territoires ruraux le 9 février dernier dans le Loir-et-Cher. À cette occasion, il a déclaré « La commune, on n'y touche pas. L'idée, c'est d'arrêter avec la clause de compétence générale pour le département et la région. » En clair, cela veut dire que le chef de l'État a bien confirmé la suppression de la clause de compétence générale pour ces deux collectivités qui n'auront plus la faculté de financer, en plus de leurs compétences obligatoires, des actions facultatives qui sont pourtant indispensables en matière d'aménagement du territoire et de solidarité entre les populations. Une telle décision aurait des répercussions considérables pour le monde associatif et le mouvement sportif au niveau local, qui se verraient privés des financements aux subventions indispensables à leur pérennité. Il faut savoir que les départements et les régions contribuent au budget des associations loi 1901 à hauteur de 15% environ, sur un budget total annuel de 60 milliards d'euros dans notre pays. Alors, quelle est aujourd'hui en particulier la situation pour le sport, domaine que je connais le mieux? Les collectivités territoriales assurent 75% des financements publics alloués au sport, soit près de 10 milliards d'euros. L'État en assure un peu plus de 3 milliards d'euros si l'on intègre le sport scolaire. Sur ces 10 milliards d'euros des collectivités, 90% des dépenses le sont par des communes, essentiellement pour des équipements sportifs, mais les régions et les départements interviennent à hauteur de 1,2 milliard d'euros. À titre de comparaison, le budget du sport s'élève en 2010 à 678 millions d'euros. Le financement public du sport par les régions et les départements est donc le double du budget du ministère des Sports. L'enjeu est considérable et le mouvement sportif, à travers le Comité national olympique et sportif français, son président en particulier Denis Masseglia, l'ont bien compris. Ils se sont mobilisés très tôt sur cette question car ils ont compris que c'est bien l'avenir du modèle sportif français ancré dans nos territoires qui est en jeu. Je veux prendre pour exemple le territoire où je suis élu. Concrètement, en Rhône-Alpes, le budget sport de la région représente 12 millions d'euros. Certes, cette somme ne représente que 0,7% du budget total de la région. Mais ce budget, sous l'impulsion de son vice-président Thierry Philippe, permet d'intervenir pour accompagner le mouvement sportif régional à travers les ligues, de développer l'emploi associatif avec les emplois tremplins. Ce budget permet de baisser le prix des licences sportives pour les lycéens, de favoriser la pratique sportive pour les publics les plus éloignés, pour des raisons sociales, géographiques ou physiques. Ce budget permet de soutenir les centres de formation, en particulier les 35 pôles espoirs en Rhône-Alpes,
Il permet de financer le centre de ressources pour les bénévoles, mais aussi de construire ou rénover les équipements sportifs scolaires aux côtés des autres collectivités. Cela représente, rien que pour les équipements, 7 millions d'euros chaque année. Concrètement, maintenant, dans le département de la Loire, le budget sport du Conseil général représente 8 millions d'euros. 3 millions d'euros pour le sport pour tous, 2 millions d'euros pour le sport de haut niveau et 2,5 millions d'euros pour les équipements de proximité sur le territoire. 8 millions d'euros, c'est à peine, là aussi, 1% du budget de ce département. Mais là aussi, ce budget, ces financements sont vitaux et indispensables. Ils sont vitaux et indispensables pour la vie des 300 clubs sportifs ligériens, qu'ils soient amateurs ou professionnels, qui sont concernés par les subventions du département. Pour les 57 comités départementaux, dont la rémunération des cadres techniques est prise en charge par le département. Ces financements sont vitaux pour les centres de formation des clubs, mais aussi pour le handisport, le sport scolaire ou universitaire qui sont également aidés. Monsieur le ministre, ma question est simple. Qui prendra le relais de ces financements départementaux et régionaux si la clause de compétence générale est supprimée pour ces deux collectivités? L'État? À mon avis, c'est exclu. Au moment où celui-ci se désengage comme jamais sur le plan financier et qu'il fait subir avec la revue générale des politiques publiques une cure d'austérité sans précédent au personnel des services déconcentrés de la jeunesse et des sports qu'on éloigne du terrain. Alors, est-ce que ce seront les communes et leurs regroupements qui, en vertu de la loi, conserveraient seuls le libre choix de leur politique au nom de l'intérêt local? Là aussi, on peut en douter, dans un contexte aujourd'hui compliqué, difficile, alors que les finances communales sont fragilisées par la suppression de la taxe professionnelle. Est-ce que les équipements sportifs, le soutien à la vie associative resteront des priorités pour des exécutifs communaux ou intercommunaux qui sont aujourd'hui asphyxiés financièrement par les réformes du gouvernement? De plus, je rajouterai que les politiques communales ou intercommunales sont par définition très locales, avec de fortes disparités de richesse entre territoires et entre communes. Est-ce le bon niveau pour penser une politique, par exemple, du sport? En particulier, je pense à la construction des équipements ou des infrastructures sportives. L'échelon départemental et régional me paraissent plus pertinents. Alors vous me direz, Monsieur le Ministre, le texte de loi tel que voté par le Sénat autorise, dans l'article 35, la pratique des financements croisés entre collectivités territoriales de façon encadrée, afin de répartir l'intervention publique en fonction de l'envergure des projets ou de la capacité du maître d'ouvrage à y participer. Et donc, vous me direz, les collectivités pourraient participer aux investissements pour les équipements sportifs en vertu de cet alinéa. Tout d'abord, je veux rappeler que les investissements des régions et des départements pour les équipements sportifs ne représentent, comme j'ai dit tout à l'heure, que la moitié des 1,2 milliard d'euros consacrés au sport. Le problème demeure donc pour les 600 millions d'euros aujourd'hui accordés en termes de subventions aux associations. Donc, au-delà du caractère flou de cette disposition, on voit bien que la notion de capacité du maître d'ouvrage à participer au financement croisé va exclure, de fait, de nombreuses communes, en particulier en milieu rural, qui n'ont pas les moyens financiers ou qui ne sont pas assez riches aujourd'hui pour se lancer dans de tels chantiers et pour qui ce sera carrément mission impossible. Mes chers collègues, Monsieur le Ministre, nous restons convaincus que la clause de compétence générale constitue la marge d'adaptation des collectivités aux spécificités du territoire. L'abandon de cette clause serait une régression historique pour le développement local. C'est pourquoi, avec mes collègues du groupe socialiste radical et citoyen, nous nous battrons lors des débats à venir à l'Assemblée nationale pour obtenir non seulement une exception culturelle, mais aussi une exception sport, jeunesse et vie associative, afin que les collectivités territoriales puissent continuer à s'engager et à s'impliquer auprès des acteurs associatifs sur le terrain. Je vous remercie. Merci, Monsieur Juanico.